Guylaine Hierceau, bonsoir. Bonsoir. Tu es trésorière de l'association Les Petits Débrouillards et tu es aussi spécialiste des questions sociales, environnementales. Ça fait quelques années déjà que tu côtoies les écosystèmes liés à la responsabilité sociétale des entreprises. Et tu as vu l'évolution de la RSE au fil de ces dernières années. Est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, au moment où les transitions sont au cœur des sujets et des réflexions, que cette RSE est suffisamment mise au cœur de la stratégie des entreprises? Je te dirais non, mais pourquoi je vais dire non? Effectivement, alors ça dépend de quoi on parle, parce que toi tu viens de dire responsabilité sociétale des entreprises. Moi, quand je parle de RSE, je parle de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises et voire des organisations. Donc tout ça, ce sont des mots, mais c'est important de voir. Pourquoi j'utilise moins sociétal? C'est que sociétal, ça a été le mot à la mode pendant une période, puisqu'on voulait intégrer d'une part les parties prenantes, toutes les parties prenantes, mais il faut aussi se rappeler qu'on ne voulait pas utiliser à l'époque le terme social, en particulier en France, puisqu'en anglais c'est différent, puisqu'on ne voulait pas que ça interfère avec le dialogue social. Et tant les syndicats patronaux que les syndicats de salariés ne voulaient pas qu'il y ait d'interférence. Donc on ne voulait pas, il y a eu toute une charte pour ne pas utiliser le terme social directement. Aujourd'hui, je pense que la majorité maintenant d'ailleurs utilise souvent social, sauf dans les entreprises. Certaines entreprises continuent à bien utiliser le terme sociétal pour qu'il n'y ait pas de confusion avec les directions des ressources humaines qui s'occupent du social et les autres directions qui sont souvent les communicants qui s'occupent de la direction développement durable. Ouais. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'interférence et malheureusement aujourd'hui ça pose quelques problèmes. Moi-même qui travaille avec des entreprises, on s'aperçoit que ça pose quelques problèmes pour appréhender la question de la responsabilité sociale et environnementale des organisations. Je rappelle quand même qu'en France, c'est la loi NRE, la loi sur les nouvelles régulations économiques qui a lancé en 2001, donc ça fait plus de 20 ans qu'on est plus au cœur de ces sujets, comme d'ailleurs au niveau européen, mais c'est quand même la France, il faut le dire, a été assez à l'initiative sur ces sujets. On a beaucoup de progrès à faire, mais quand même, le niveau européen, donc il y avait la directive extra-financière qui est en train d'être actualisée, la fameuse CSRD, il y a le Green Deal, il y a dans le cadre du 6e programme aussi européen qui va être lancé qui a été lancé en mai et qui va être mis en application en 2023, et on a bien évidemment la taxonomie qui met, quoi qu'on en dise, un peu de conditionnalité, même si tout le monde n'est pas satisfait de toutes ces régulations. Donc il y a les régulations européennes, et bien évidemment, j'ai oublié de parler de le projet de directive sur le devoir de vigilance. La France n'est pas trop mal lotie sur les sujets, puisqu'on a, je parlais de la loi NRE, je parle de l'actualisation par le Grenelle de l'environnement et l'article 225, qui met en place les dispositifs avec des indicateurs pour que les entreprises appliquent l'ESG, environnement, social et gouvernance. Je dirais en français, on va dire, soit on dit ESG, soit on va dire CSR, Corporate Sustainable Responsibility. Donc tous ces acronymes, mais tout ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise doit être responsable vis-à-vis tant des questions sociales, environnementale et économique. Parce que même dans le cadre de ce dispositif, on n'oublie pas la question économique. Alors il y a des indicateurs, et je rappelle qu'a été votée en 2017 la loi Pacte aussi, qui dans son article 1835 précise bien qu'il faut mettre en application les objectifs sociaux et environnementaux. Et au sein de la plateforme RSE, qui est effectivement responsabilité sociétale des entreprises, pour faire ce que j'ai dit tout à l'heure sur le pourquoi de la chose. Mais là, la plateforme RSE qui regroupe les collèges associations, le collège économique avec les activités économiques, donc MEDEF, AFEP et PME, CPME, pardon, et aussi le CJD, enfin tout un tas, les activités économiques.
qui regroupe aussi les institutionnels, qui regroupe bien sûr tous les syndicats, et il manque bien sûr les experts et les chercheurs. D'ailleurs, aujourd'hui, la plateforme est présidée par quelqu'un du groupe du collège chercheurs et experts, et c'est Pierre Victoria qui le dirige. Et les petits débrouillards sont membres du bureau de la plateforme RSE. J'ai la chance de les représenter. Je suis dans le collège association où vous avez le Forum citoyen, ATD Quart Monde, France Nature Environnement, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International et tout un tas d'autres qui m'excuseront puisque je ne peux pas tous les citer. Je rappelle que la plateforme RSE, c'est 50 membres dans 5 collèges. Et tu as évoqué toutes les évolutions réglementaires à l'échelle européenne et également le Green Deal. Pour les entreprises qui n'ont pas forcément le temps de suivre toutes ces évolutions et d'anticiper les répercussions, qu'est-ce que tu pourrais indiquer comme répercussions à moyen terme, à horizon 4-5 ans maximum, pour lesquelles il faut que les entreprises, y compris les PME, déjà se préparent en termes de risques ou d'opportunités d'ailleurs? Oui, d'ailleurs j'ai complètement oublié, et j'aurais dû le dire aussi, l'international. Puisque je rappelle que si vous avez comme un tableau dans votre tête, vous avez le monde, l'international, l'européen et le national. Et tout ça, c'est une déclinaison. Puisqu'au niveau international, on avait défini lors des sommets mondiaux, je ne vais pas faire toute l'historique, mais tous les sommets mondiaux, et d'ailleurs qui font l'objet maintenant des conférence des parties, qu'il y a pour le climat, on en parle régulièrement, la biodiversité et la désertification. Ça, c'est le protocole de Kyoto et tous les dispositifs derrière avec les conférences des parties. Vous avez aussi tout un tas d'autres organisations internationales qui réfléchissent, comme l'ONUDI, qui dépend, donc, dont les entreprises s'inspirent un peu et qui parlent d'ailleurs de l'économie circulaire beaucoup. Donc sur la question pratique, il y a plus d'une dizaine d'années à Tokyo, on avait défini les 3 R pour le reuse. Vous allez dire que j'ai complètement oublié, mais les 3 R pour la question du recyclage, recycling, reuse et il m'en manque un, mais c'est 3. Voilà. Et donc ces dispositifs à l'international se répercutent sur l'européen, même si il faut faire attention, souvent c'est l'Europe qui a poussé sur ces sujets, comme pour REACH, comme pour d'autres sujets comme tous les volets RSE, et des fois ça peut être la France qui va pousser l'Europe, et voilà. Donc ça peut être un effet domino dans le bon sens, ça se répercute, pas dans le mauvais sens, mais et j'ai oublié le volet important aussi, donc il y a les conférences des parties sur différents secteurs, je l'ai dit, climat, biodiversité, désertification, mais les objectifs de développement durable, qui ont été définis, d'abord il y avait les objectifs du millénaire jusqu'en 2015, et vous avez en 2015, et en ce moment il y a la réunion aux Nations Unies, donc en septembre 2015 ont été définis les objectifs de développement durable, parce qu'à Rio, 3 ans avant, en 2012, on avait défini le cadre de le monde que nous voulons. Et dans le monde que nous voulons, nous avions abordé bien sûr les questions de RSE, et d'ailleurs c'est là aussi qu'on avait lié avec les normes ISO, comme ISO 26000, ISO, et aujourd'hui ISO aussi 20400 pour les entreprises sur les achats responsables. Donc on a réfléchi aux objectifs de développement durable, les 17 objectifs, avec des cibles et des indicateurs, et donc 169 cibles et 169 indicateurs partant et plus de 300 cibles, mais bien évidemment on est obligé pour les entreprises, et en particulier pour les PME, de cibler quelques objectifs. Alors il y en a 17, et l'entreprise, en fonction de son secteur d'activité, va privilégier tel ou tel objectif, même si on sait très bien, tout ça c'est écosystémique, et on doit approcher tous les objectifs. Mais il faut step by step, qui trop embrasse mal étreint. Donc c'est un langage commun, c'est un langage international, et il permet quand même de serrer. Et pour les entreprises, en particulier les grosses entreprises, ça permet aussi d'avoir un objectif dans le cadre de double matérialité. Je vais dire ça, c'est en Europe, puisqu'on a tout le questionnement aujourd'hui au niveau international, puisque des organisations internationales qui sont plutôt pro-américaines ou anglo-saxonnes
ne veulent pas qu'on aborde trop la double matérialité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parler des questions financières, des questions extra-financières. Les objectifs de développement durable vont permettre effectivement d'avoir l'approche de la double matérialité. Au niveau de l'international, l'ISB, qui dépend des anglo-saxons, préfère qu'on parle d'abord de notions financières et qu'on aborde, on laisse aux petites gens, entre guillemets, aux petites gens, de parler des questions extra-financières, ce qui est une aberration, puisque bien évidemment, si on améliore nos indicateurs dans tous ces domaines extra-financiers, je rappelle qu'ils touchent quand même des sujets de l'eau, de l'égalité homme-femme, je rappelle aussi que c'est la question de lutter contre la pauvreté, c'est aussi la question du climat, des océans, et aussi tout ce qui est des partenariats. Il y en a 17, je ne vais pas tous les citer, mais il y a aussi la production, l'objectif 12, qui est sur les productions et consommations durables. Donc on s'aperçoit que ce sont des sujets essentiels pour la communauté. On a été des dizaines, des centaines et des milliers de personnes à réfléchir à ces sujets. Je rappelle Rio avec le dialogue social, 2012. Je rappelle 2015, aux Nations Unies, définition des 17 objectifs, on avait déjà à l'époque réfléchi pour les pays du Sud. Là, c'est tout le monde doit réfléchir à ces questions pour maîtriser, d'une part, nos consommations, maîtriser nos émissions, réduire la pollution, c'est essentiel. Donc, l'international, l'Europe et le national. L'Europe, je rappelle que tous les 6 ans, il y a un programme essentiel sur les questions d'environnement. Là, on vient de lancer le 8e programme au niveau européen. On a le Green Deal, on en a parlé, on a la taxonomie, et il y a des directives, comme la directive devoir de vigilance qui va être votée. Je le disais, la directive sur les extra-financiers, on va pour faire simple, la CSRD, et tout un tas de dispositifs aussi sectoriels, pour l'économie circulaire, pour les emballages, le packaging et tout ça. Donc l'Europe est importante. À un moment, on disait 80% de la réglementation européenne vient de l'Europe. C'est pas tout environnementale, pardon, vient de l'Europe. C'est pas tout à fait vrai. Il y a des dispositions. Le secteur environnemental était porteur. Il y a eu des régressions, nous devons le dire. Il y a eu des régressions ces dernières années. Et là, depuis 2-3 ans, l'Europe remonte sur ces sujets environnementaux et sociaux. Hein, et donc, d'où tous les textes qui sont en cours, qui ont en cours de vote, soit en vrai débat au niveau du Parlement européen et au sein, puisque je rappelle que c'est la cogestion, et au sein des différentes instances. Voilà. Et après, au niveau national, bien évidemment, par exemple, la France qui a voté la loi Pacte était un peu à porter ces sujets, je disais, dans l'arcade de 1835 sur les objectifs sociaux et environnementaux, et porte aussi la fameuse directive, enfin la loi sur le devoir de vigilance, c'est-à-dire la responsabilité des sociétés mères sur les droits humains. Et tout à l'heure, j'ai parlé aussi de l'international. Je rappelle que l'OCDE est aussi essentiel pour les entreprises, puisqu'il y avait les guidelines, enfin les principes directeurs sur les questions des droits humains et sur tous ces débats aussi de responsabilité. Et bien évidemment, il y a le pacte mondial avec de nombreuses un certain nombre d'entreprises, pas toutes, bien évidemment, mais il y a un mouvement avec le pacte mondial et le Global Compact, bien évidemment en anglais, et d'ailleurs qui se réunit aussi à New York comme pendant les journées des Nations Unies qui ont lieu en ce moment. Et pour la PME lambda qui est dans le quotidien, vraiment la tête dans le guidon, parce que tout ça c'est énormément d'organismes et de changements réglementaires avec beaucoup d'acronymes, de concepts. Est-ce que la PME, elle est d'ores et déjà à court terme concernée par des transformations qui vont s'imposer à elle, ou est-ce que c'est plutôt grand groupe, très grosse ETI? Non, on voit bien quand même, et tu le sais, que alors même si elles ne mettent pas les mêmes mots, les PME et les PMI, surtout quand elles sont sur le territoire, se sentent concernées par ces questions d'environnement, de social et les questions économiques, c'est la vie aussi. Par contre, ce qui est difficile, c'est de se dire comment je vais, moi, appliquer tous ces dispositifs réglementaires. Ouais. Il ne faut pas oublier que les PME sont souvent aussi des clients de grands groupes. Hein, et donc, souvent, quand on est client de grands groupes, on se doit d'avoir une certaine feuille de route. Moi, ce que je dis aussi, c'est que les PME, il faut, comme je le dis, qui trop étreint, mal étreint, qui trop embrasse, mal étreint, pardon, il faut donc serrer.
Par contre, il ne faut pas évacuer les sujets et on est dans une approche écosystémique. Donc il faut choisir, en fonction de son secteur d'activité. Il y a des impératifs. Je veux dire, dans les questions de la gestion de l'eau, l'énergie, on voit bien les matières premières, certaines matières premières. Il y a les questions sociales, de genre, de ne pas faire travailler les enfants, tout ça. Il y a des impératifs. Après, sur la question économique, il y a la question des achats responsables, surtout si on est client de collectivités. Donc il faut, en fonction de ces secteurs d'activité, se choisir. Bien évidemment, je rappelle que la loi NRE est applicable pour les entreprises dès le départ depuis plus de 20 ans. Pour les entreprises de plus de 250 salariés. Les dispositifs européens aussi vont s'appliquer. Par contre, après, par exemple, la loi devoir de vigilance n'est pas applicable pour les entreprises, c'est 10 000 salariés dans le pays, et c'est un chiffre d'affaires bien beaucoup mieux. Mais par contre, il faut se sentir concerné, même nous en tant que citoyens, on entend ça tous les jours, les problèmes d'eau, les problèmes d'énergie, les problèmes de matières premières, les problèmes, vous voyez qu'aujourd'hui au Qatar, on apprend, et on le sait depuis 7 ans, que des entreprises, même françaises, ont travaillé, et surtout françaises, d'ailleurs, ont travaillé en disant maintenant on découvre les choses, quand il y a des gens qui sont morts, tout en travaillant. Ça me fait penser que c'est pas du tout le même problème, mais il faut aussi pour les entreprises, je reviens sur les PME, PMI, la question de l'accidentologie, réduire aussi les accidents de travail, parce que je rappelle qu'en France, il y a eu, pendant en particulier la Covid, il y a eu une augmentation. Il peut y avoir dans certains secteurs d'activité, il ne faut pas généraliser, des augmentations d'accidents du travail. Donc la France n'est pas très bien placée d'ailleurs sur ces sujets. Il y a un rapport qui vient de sortir sur la question l'accident au travail. Donc il y a vraiment des vigilances à avoir. Il faut prendre quelques objectifs, des indicateurs et surtout intégrer cette feuille de route. Et il ne faut pas que la PME se dise non, moi j'ai déjà tellement de sujets. Et par exemple, quand on aborde la question numérique, c'est essentiel aussi, c'est pas facile, mais essayer de voir comment je vais aborder ma question numérique. Je suis sur une plateforme, si je suis par exemple dans le domaine alimentaire, est-ce que j'utilise une plateforme? Comment par exemple, sur la question aussi de la mobilité, les personnes qui vont venir sur le lieu de travail, comment elles vont venir, comment je vais les aider. Enfin, il y a tout un tas, là je pourrais faire une liste à l'après-vert. Mais il y a des questions très pratiques, parce que souvent les PME sont très pratiques, sont sur leur territoire. Elles travaillent soit des chambres de commerce, dans des chambres les chambres consulaires, l'artisanat, elles font partie de collectifs, il y a des fédérations. Donc il ne faut pas que la PME s'isole, il faut qu'elle travaille sur son territoire, sur ses parcs d'activité, sur son bassin de vie, et qu'elle se fasse aider aussi, parce qu'il y a des aides sur les territoires, soit par le biais des collectivités locales, je le disais, par le biais des chambres consulaires. Et il ne faut pas rester effectivement dans son coin en disant c'est trop compliqué, je ne veux pas gérer ça. Il faut absolument, parce que de toute façon, c'est notre quotidien, c'est notre vie tous les jours, et on ne peut pas continuer comme ça. Alors moi, j'aime parler à titre personnel de prospérité équitable dans la sobriété. Prospérité parce qu'on n'est pas tous à la même échelle. Il y en a, on a besoin de prospérer, mais équitable, une juste répartition dans la sobriété, parce qu'il faut réduire nos consommations. Alors voilà, et mes petits débrouillards qui sont là, justement, qui tombent. On va y venir aux petits débrouillards, parce que là on a parlé RSE, entreprise, mais l'éducation c'est aussi un levier essentiel pour la transition. Tout à fait. Donc les petits débrouillards, on le rappelle, interviennent en périscolaire pour amener la science dans les territoires. Oui, ils interviennent, si tu le permets, ils interviennent dans les murs et hors les murs. Ouais. Ils interviennent effectivement, comme tu le dis très justement, aussi en périscolaire. C'est une association d'éducation populaire par les sciences pour les sciences. On est répartis sur tout le territoire, on est aussi à La Réunion, on espère se développer un peu plus. Et il y a aussi des petits débrouillards dans d'autres régions du monde. Et les petits débrouillards, ça vient du Canada. Donc on a près de 40 ans. L'éducation populaire a 150 ans. D'ailleurs, on est aussi ici au Familistère de Godin. On a à peu près, le Familistère de Godin a aussi, puisque dès 1880, il a été terminé en 1859. Donc, vous voyez, on est à peu près dans le même timing. L'éducation populaire, mais l'éducation aux sciences, par les sciences pour les sciences, c'est beaucoup plus récent. C'est il y a 40 ans, parce qu'on voit bien qu'au quotidien, l'éducation est essentielle. Comprendre le monde
c'est par l'éducation pour les jeunes et les moins jeunes, et aussi la formation, parce qu'on fait aussi de la formation continue, soit pour des étudiants, et ce qui vont après accompagner des jeunes enfants au moins, pour comprendre un peu. Donc c'est obligé de former toutes nos thématiques, soit sur le numérique, que ce soit sur la transition écologique, que ce soit sur le vivre ensemble, sur être humain et tout ça. On fait des formations pour que les personnes qui nous accompagnent sur le territoire, et puis on fait des expos, on a des expos, on crée des outils, et c'est la même dynamique sur le territoire, sur ces questions d'éducation. Et c'est pour ça aussi que les petits débrouillards font partie de la plateforme RSE, parce qu'on estime que apporter comprendre ce que c'est que la RSE, c'est au cœur de nos sujets aussi, puisque la responsabilité sociale des organisations, c'est aussi important, mais c'est aussi faire passer ces messages que l'éducation, c'est essentiel. L'éducation initiale, mais l'éducation tout au long de la vie. Et quand on n'a pas eu la chance d'avoir telle ou telle formation, c'est aussi intéressant de pouvoir se former, que ce soit chez les petits débrouillards ou ailleurs. Les petits débrouillards, c'est vrai qu'on est plus axé sur les jeunes, sur les moins jeunes, et qu'on est au pied des immeubles souvent, on est en ruralité, et on essaye de se développer un maximum, et on monte, et aujourd'hui on participe à ce grand événement qui a eu lieu pendant un an, la tournée des tiers-lieux, avec des membres de la Convention citoyenne climat, parce qu'on estimait que les questions posées sur se loger, produire, éduquer, se nourrir, etc., il y avait 6 grandes thématiques, c'était essentiel. Et là, on participe au Familistère, on a la chance d'être au Familistère de Guise, exact. Créé par Godin, le fameux fabricant, donc le lien entre l'entreprise déjà, et Godin avait tout vu sur les questions de l'entrepreneuriat, sur les questions, c'est Familistère, post-phalanstère de Fourier, là on est dans un familistère, le bien, et donc le lien avec le bien-être, le lien avec l'énergie, parce qu'il y a tout un tas de systèmes, le lien bien sûr l'éducation, puisqu'on a des écoles des enfants, le lien avec la biodiversité, puisqu'on a environné aussi, même si ce n'était pas tout à fait la même chose du temps de Godin, mais il y a eu tout un accompagnement, et les salariés vivaient, comme ça peut arriver dans d'autres entreprises, comme Michelin, comme d'autres, mais là c'était avec une vision, on participe, on partage les questions d'énergie, on partage la nourriture, on est dans le bien. C'est beaucoup plus complet que des sociétés style Boussac ou Michelin qui avaient créé pour avoir le salarié à la main. Là, c'était plus, c'est dire, ils partageaient vraiment, il y a une coopérative qui a été créée pour faire du partage non seulement des avantages en nature sur la question de la nourriture et tout ça, mais aussi financière. Et aussi les loyers étaient relativement modestes et tout. C'est pas du tout dans les mêmes concepts que certains grands propriétaires industriels du Nord ou d'autres qui là, je le redis, et même si ça pourrait ne pas plaire, avaient les salariés à la main et à leurs mains. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, ici au Familistère, ils ont repassé le film, ils ont fait toute une pièce de théâtre autour de Germinal. D'accord. Et là, nous sommes au festival Faire Autrement. Les petits débrouillards en sont à l'initiative, très impliqués dans l'organisation. À titre personnel, au-delà même des petits débrouillards, tes attentes de ce festival, quelles sont-elles? Qu'est-ce qui fera qu'après le festival, tu considéreras que cette première édition était un succès? Alors déjà, c'est formidable. Ça fait déjà 48 heures que nous sommes là. C'est formidable de voir cette foison d'activités, de rencontres. Il y a des animations diverses et variées. Alors on va me dire, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Si, là, c'est dans ce lieu, déjà le lieu avec son histoire, donc ce récit. Bon. Et moi, ça, l'histoire et le récit, pour moi, c'est important parce qu'on dit autrement, on dit demain, mais j'estime que si on ne parle pas de ses racines, la racine, son histoire, si on ne sait pas le raconter, on est l'être humain, comme disait une autre personne, on est sur 2 pieds, on est attaché à la terre. La question du sol est quand même importante, la question d'où on vient, d'où on est. Donc moi, ce que j'attends, j'espère qu'on va côté sur ce tiers-lieu, on peut dire lieu pluriel, lieu pluriactivité, c'est que d'une part pour le Familistère, qu'on puisse montrer que c'est formidable un tel lieu, qui doit être connu. On est en plus dans l'Aisne, sur une terre qui a des difficultés. Tout le monde n'en a pas, les grands sucriers en ont moins que beaucoup d'autres, mais enfin la majorité de la population vit quand même dans des conditions pas faciles. C'est une terre compliquée.
Donc c'est montrer que c'est possible dans des lieux même difficiles, qu'il y a des lieux formidables en France et ailleurs, mais ici on est en France, qu'on doit mettre en valeur et qu'on doit montrer le partage et le participatif que j'en attends, et puis ce partage avec des jeunes, des moins jeunes, parce que ici ce qu'on voit, et vous pouvez le constater, c'est qu'il y a, c'est de l'intergénérationnel. Ici, par exemple, vivent plutôt des personnes d'un certain âge, puisque c'est historique, mais vous avez vous avez une école maternelle, vous avez une école primaire, et après, nous, dans nos activités, en parlant de faire autrement, on a amené une centaine d'associations. Les petits débrouillards ont été à cette initiative avec l'Ermitage, avec le tiers-lieu l'Ermitage, et bien sûr avec les personnes du Femmes Mystère, parce qu'on a trouvé ce lieu et on s'est dit il faut qu'on continue d'une part ce débat sur ces tournées de tiers-lieu, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce qu'on y fait. La Convention citoyenne climat, quoi qu'on puisse en dire, mais elle a posé des bonnes questions, même si on dit le gouvernement n'a pas si, c'est pas ça le sujet. L'important c'est comment ça diffuse, comment ça infuse dans la société, et on voit que ça infuse, puisque on débat, on se dit je veux faire une convention, je veux faire la même, pas la même, je le ferai autrement, je veux donner plus la parole à tel ou tel citoyen. Moi ce que j'en entends, c'est qu'on puisse dupliquer tout ça, que ce festival, ça soit pas un one shot, c'est qu'on puisse le développer, qu'on puisse mettre en avant, on a vu, vous y étiez, le Grand Repos, vous y étiez, vous savez qu'on a vu plusieurs lieux où on peut se dire, tiens, on pourrait faire telle chose ici. Chaque lieu avait son histoire, c'est important, le récit. Et les petits débrouillards, nous on aime raconter, on n'a que 40 ans, mais tout ça, on s'est bâti, je le rappelais, sur l'éducation populaire, sur l'éducation, sur l'instruction, Condorcet, et sur donc ce partage. Et donc pour nous c'est essentiel, on continue, on nous dit mais pourquoi les petits débrouillards ils sont dans ces sujets. Nous on parle de transition écologique, on parle de transition numérique, on parle du vivre ensemble, on parle des... On est des entrepreneurs à l'association des petits débrouillards. Le mouvement, c'est un mouvement qui a près de 300 salariés, plus des milliers de, oui je dis bien, des centaines de milliers, ça dépend de médiateurs, d'acteurs, alors des gens qui sont plus là pour quelques heures, mais je vous dis bien, on fait 4300 fiches de paye sur l'année. Vous voyez, on est le mouvement, c'est 12-13 millions, donc c'est quand même, on est des entrepreneurs, mais des entrepreneurs sociaux, à but non lucratif. Et on rayonne sur les territoires, on est en lien avec les collectivités, parce que tout à l'heure je disais ça pour les entreprises, les petits débrouillards sont ancrés avec le monde, avec leur bassin, d'une part, et avec les collectivités, avec les élus. Et aussi, je voudrais quand même profiter pour remercier, c'est tant la tournée des tiers-lieux que cette opération et ce grand festival Faire Autrement n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas l'ADEME, l'Agence nationale de cohésion des territoires, la politique de la ville et la politique des territoires, la Banque des territoires. Et donc on n'est pas seul, on ne fait pas ça tout seul, plus tous les partenaires que je ne peux citer, qui sont très nombreux aujourd'hui aux Femmes Mystère. Donc c'est du partage, c'est du partenariat, c'est du collectif, et je crois que c'est ça dont il faut parler.